Vous venez de voir quelques aquarelles de papa, même si lui est mort. Elles existent toujours, elles sont éparpillées un peu partout, mais j'ai pu en photographier pas mal et je voudrais vous les présenter avec ces œuvres littéraires aujourd'hui. Ça me fait penser à une remarque existée de François Mitterrand quelques semaines avant sa mort, qui se confiait à un proche et disait « Ce qui me fait peur, ce n'est pas de mourir, c'est de ne plus exister. » Il avait tort. Il existe toujours, lui. Et il y a une scène dans l'admirable film Timbuktu qui est sorti en décembre où on voit des jeunes jouant au football sans ballon parce que le ballon est interdit sous l'occupation des islamistes intégristes. Bon. Question. Le ballon existe-t-il? Eh bien, on peut dire que dans cette scène, tout se passe comme si le ballon existait. Avec suffisamment de recul, c'est l'important, c'est uniquement cela qui peut compter. Au niveau de notre existence, au niveau de notre destin, de notre univers, des univers multiples, l'aventure ne fait que commencer et c'est une extraordinaire et passionnante expérience. Mais à mon humble niveau, je voudrais faire un peu de cela en illustrant par des aquarelles de papa des présentations de ses livres. Eh bien, allons-y. Nous commencerons par l'Île-Dieu. En voici mon père en compagnie de marins pêcheurs à Port-Joinville, à l'Île-Dieu, alors qu'il préparait son livre. Le fait est simple à raconter. Le 26 janvier 1917, le canot de sauvetage Paul Toureille de l'Île-Dieu sort pour aller au secours des naufragés d'un cargo norvégien, l'Imer, torpillé par les Allemands. Les naufragés sont récupérés, plein nord de l'Île-Dieu. Le problème commence alors. Le canot est actionné par des rameurs, on est en 1917, ils n'ont que la force de leurs bras. Une tempête se lève, tempête du sud-ouest, glacée, et la galère commence. Ils sont 19 à bord, ils vont dériver pendant 3 jours et 2 nuits par moins 10 degrés. La chaloupe de sauvetage, poussée par cette forte tempête, va dériver inexorablement vers le nord-ouest, passant au large de Belle-Île, puis de l'île de Groix, sans pouvoir s'y arrêter, et ne touchant finalement terre qu'au sud de Concarneau, à la hauteur des Glénans. Il n'y aura plus, à ce moment-là, de vivants à bord que 6 hommes. C'est une belle et grande aventure humaine que mon père a fort bien racontée dans son livre. La tempête glacée, édition France Empire, 1988. En voici un court extrait, de la page 193, chapitre 16. Au cours de la seconde partie de la nuit, les éclats du grand phare de Belle-Île avaient peu à peu disparu derrière le canot, gommés par les ténèbres impétueuses. La tempête atteignit alors son paroxysme. Le vent mugissait, hurlait, la mer sombre comme du coltard tonitruait, et les crêtes des lames, volant en éclats, se fichaient dans la nuque du patron Bellion, arc-bouté contre la teugue. Coinçant sous son aisselle la barre du gouvernail, il frappait des mains sans arrêt pour les empêcher de geler. Mais il souffrait surtout des jambes, que les crampes tétanisaient après tant d'heures dans l'eau froide. Il mordait alors sa moustache raide, afin de ne pas crier. Ensuite, il gigotait pour se dégourdir. Il ne se souvenait pas d'avoir tant souffert, et surtout si longtemps. Mais
plus se prolongeait son martyre, plus ce cabochard d'Ilet s'acharnait à tenir. « Karste froid, tu ne m'auras pas, répétait-il. Un marin ne consent que lorsque l'océan l'engloutit. C'est pas fait. » Pourtant, les lames, profitant des embardées imparables du canot en fuite sur ancre flottante, s'abattaient à grand fracas sur les toiles tendues en prélat protecteur. « 1987, aux éditions Ouest France, Papa publie Mer Courage, 24 récits de sauvetage maritime. On y trouve entre autres l'épisode relaté dans La tempête glacée, dans le livre qu'il fera l'année suivante. Je vais vous lire quelques lignes de Dans la tempête du Cap Horn, page 89. Au lever du jour blême, sur l'océan plan d'épaisse écume volante, la Loire, vent arrière, sous quelques voiles brassés carrés, approche d'une épave entrevue droit devant. 3 mâts couchés sur tribord, des hommes juchés sur la lisse près de la dunette, précise Paul Boulet, le jeune second lieutenant. Je crois même que ces infortunés font de grands gestes, ajoute le capitaine Jaffré, debout près de lui, jambes écartées, bien ancrées sur le pont. Un grain bourré de pluie leur bouche un moment la vue. Quand il se déchire enfin, la Loire n'est pas loin de l'épave, sur son arrière et sous son vent. Hissez le pavillon national, ordonne Jaffré, et puis hissez, voulez-vous abandonner? Aussitôt là-bas, les naufragés répondent par l'affirmative. Un autre pavillon leur annonce alors « On va vous aider ». L'océan furieux n'est pas d'accord. Il entre en convulsion et soulève dans la clarté sale des collines verdâtres couvertes de tavelures neigeuses que la bourrasque arrache et qui s'envolent. D'énormes monstres liquides, écrasant tout sur leur passage, chargent sans répit l'épave pour la déchiqueter. Une coque démâtrée, vautrée sur les flots en éruption, voilà tout ce qu'il reste du 3-mâts anglais d'Algonard. En 1975, Papa a 54 ans
il publie aux éditions France Empire son premier livre, qui a vraiment marché, si on exclut Trois garçons désertèrent en 1948. Le chalutier de la drogue. Chalutier de la drogue, une histoire de petits contrebandiers de la Basse-Loire, à l'affût, au canard, sur les vasières de l'estuaire de la Loire, que papa a tant fréquenté. Yves Cloarec, un marin du commerce, entend dans la nuit un moteur s'emballer, puis un cliquetis de chaînes mouillées en catastrophe. Peu après, un cri étrange retentit. Sans plus hésiter, Cloarec pousse sa place sur l'eau, repère à quelque encablure la silhouette du rafio qui vient de s'échouer et saute à bord. Sortant de la passerelle, une femme le met en joue. Je vais vous lire la page 308. Bouchon, charrié par les flots et les vents, la mariposa dansait à mort. Tout ce qui traînait sur le plancher s'écrasait contre la base des coffres. Ce coup-ci, ou bien le suivant, elle chavirait. Cloarec était déjà dans son tombeau. L'imminence du danger le secoua. Allait-il tambouronner sur le panneau d'écoutille et appeler? Il fut sur le point de le faire, mais non. Il attendrait encore. Le zouave essayait de faire démarrer le moteur. « Ces putains de mécaniques lâchent toujours quand on est dans la merde !» grognait-il en actionnant en vain la bouteille d'air. « T'es sans réparer !» ordonna Carmen. « Vas-y toi, j'y connais rien !» Il fila l'ancre flottante pour tenir vent debout. La dérive commença. Les grains, les averses qui malaxaient le ciel et la mer arrachaient une charpie spongieuse et aveuglante. Il était impossible d'estimer la position du bateau. Il n'avait pas fait beaucoup de route depuis Saint-Nazaire. Les rochers de la Truie et du Pointeau devaient découvrir partout leur croc noir entre les lèvres baveuses des vagues. Cloarec entendit Carmen qui criait tout contre le panneau. « Yves, veux-tu remettre le moteur en route ?»« Merde !» riposta-t-il. Le chalutier continua sa dérive, poussé à hu et à dia au cré des courants et des vents. Il tanguait, s'ébrouait entre les pointes de Chemoulin et de Préfaille, sur des basses où tant de navires désemparés s'étaient perdus au cours des siècles. Depuis 1944, de nombreuses épaves de bâtiments coulés pendant la guerre hérissaient la baie, les plus proches garnissaient les jardinets, les morets, et le plateau en face de Saint-Brévin. Cloarec savait que la mariposa serait rejetée à la côte. La seule chance de s'en tirer était désormais que le moteur reparte. À 37 ans, papa sort son second roman aux éditions France Empire dans un cadre qu'il connaît parfaitement, où il va chasser le canard sur un bateau de ce type. Je l'ai accompagné rarement, trop frileux. L'île des Maléfices, dans une région sauvage, comme il ne restera bientôt plus en France. Ce n'est plus la terre, ce n'est pas encore l'océan. C'est le marais de Basse-Loire, où les eaux font la loi depuis toujours. Le marais qui charme, qui envoûte et qui tue. L'île Noire
L'île des Maléfices y est prisonnière de la nature hostile. Une époque exceptionnelle, le temps de l'occupation allemande, de la résistance, de la libération, où s'affrontent les égoïsmes et les héroïsmes. Je vais vous lire la page 225. Roger, hagard dans sa barque, drossée contre le mur de tiges mouvantes, regardait autour de lui machinalement. Les coups de boutoir du vent bandaient les roseaux qui se détendaient ensuite comme des catapultes, lui cinglant le visage. Mais chaque fois que les massettes s'abaissaient sous les ravals, le parieur entrevoyait au loin ses poursuivants. Dans l'ondée, il ne parvenait pas à les reconnaître. Ils viennent. Ils veulent vraiment ma peau, les vaches. Ils ne l'auront pas, de toute façon. Par instant, il croyait entendre tout près derrière lui le clapot de leur barque. Angoissé, il s'arc-boutait sur sa perche et se déhalait de la gangue herbeuse. Puis il reprenait les gâches et souquait droit devant, vers le fleuve. Soudain, dans une éclaircie, largement dégagée, le vent, grand largue, le balaya en hurlant vers l'eau libre qui bavait sous les bourrasques. Aspiré, cahoté, viré dans l'écume, la barque du parieur franchit la digue submergée et fut drossée vers une île flottante aux arbres morts ondulants comme des mâtures enchevêtrées. Il y lança son grappin avant de s'écrouler harassé dans le fond de la Yole. Le suroît, empoignant la tordant la crinière raide des saules, avait arraché de la berge un lambeau de magma de terre et de bois et l'avait jeté tournoyant dans le grand courant du large, dans la tempête qui ourlait de blanc d'énormes rouleaux. Si c'est pas beau ça. Il n'y avait pas de meilleur tonnier sur l'Atlantique que le Boissy, un Dundee de l'Île-Dieu, ni de meilleur patron qu'Amand le Grand, dit l'Arlequin de Port-Joinville, l'aîné d'une famille de 10 enfants. Le Dundee et l'homme allaient de pair. Le bateau avait été construit pour lui alors qu'il avait à peine 25 ans. Affublé à son lancement par un concours de circonstances de voiles rouges, d'un bordé vert chou et d'œuvres vives d'un bleu éclatant, le Dundee avait été aussitôt surnommé l'Arlequin, et avec le temps, le surnom était passé au patron, tellement le bateau et l'homme ne faisaient qu'un. Chaque année, sur l'Atlantique, les tempêtes décimaient plus ou moins les flottilles de voiliers aux équipages trop hardis. Souvent, les calmes plats paralysaient la pêche et pourrissaient les thons. Le Dundee de l'Île-Dieu, lui, avait une chance exceptionnelle. Ses campagnes étaient fructueuses. Puis soudain,
Les malheurs accablèrent le tonnier au voile rouge. Un soir de juin 1931, le vent, fatigué d'avoir soufflé en tempête, s'évanouit brusquement sous la canicule en plein océan. Une brume d'étuve pourrissait tout jusqu'à l'esprit des hommes. Sans radio, sans eau, sans vivres, sans moteur, le Dundee désemparé devint en quelques jours le tonnier du diable. À son bord, les drames se précipitèrent. Le brillant reporter qu'est Henri Dumoulin nous conte avec brio cette extraordinaire aventure de mer située à une époque pas très lointaine, celle où des centaines de magnifiques voiliers chassaient les bancs de thon au cours de leur migration saisonnière dans l'Atlantique. Une aventure d'où l'Arlequin faillit bien ne jamais revenir. En 1985, mon père fait publier aux éditions France Empire L'Amiral de Groix, un livre sur lequel il s'est beaucoup documenté dans cette île que j'aime beaucoup, où j'ai été plusieurs fois. Alors, voici ce qui est écrit sur la pochette. Au XIXe siècle, du fait de l'éloignement de l'île du continent, du fléau des tempêtes, des aléas de la pêche, les habitants de Groix s'étaient organisés en escadre d'une vingtaine de bateaux et chaque soir, un équipage quittait le banc de Germont pour rapporter la pêche à terre, tandis que les autres continuaient à taper dans la matte. Autant d'escadres, autant d'amiraux responsables de l'action de pêche et de la répartition égalitaire des gains entre les hommes. Les malchanceux, les moins vaillants touchaient la même somme que les gagneurs. De ces communautés originales, 2 escadres seulement subsistaient en 1902. Gwynaël Quintrec avait été et reste le meilleur amiral de Groix. Non seulement il avait le don de découvrir les bancs de Germont, des thons, mais il jouissait d'une autorité, d'une compétence et d'une petite fortune qu'il savait mettre à la disposition de son prochain. Pour raconter la lutte du dernier amiral de Groix, pour sauver son escadre, Henri Dumoulin a choisi la forme romanesque la plus libre et la plus discrète. Il offre un livre plein d'aventures, de suspense, de rudesse et de tendresse cachée, avec au premier plan la mère nourricière et meurtrière que les femmes haïssent comme une rivale envoûtante et funeste. « 1992, Phare maudit. Édition L'Encre de Marine, Saint-Malo. Colonnes de pierre plantées sur des rocs déchiquetés au milieu des flots, tours flagellées par les lames, vigie salvatrice et providence des marins, mais aussi univers de solitude et de désespérance, les phares ont été les témoins des plus extraordinaires aventures.
souvent tragique, parfois terrifiante, toujours passionnante parce qu'authentique, voici quelques-unes de ces histoires vécues par des hommes et des femmes gardiens de l'océan. Ici, la loi de la mer, c'est celle du devoir et du courage. La souffrance, la peur, la mort se confondent à l'héroïsme en ces hauts lieux dont les noms sont autant de symboles, phares de l'horreur, accueillis par des milliers de rats sortis d'un bateau brisé sur le rocher, phare du courage, avec la veillée tragique au cours de laquelle les enfants tournent toute la nuit la lanterne qui ne doit pas s'éteindre. Des personnages exceptionnels traversent cet ouvrage, comme Grace Darling, la fille du veilleur de Farne, tour isolée sur la côte nord-est de l'Angleterre. C'est aussi un hymne au courage et à la bravoure, face à l'éternelle et formidable puissance de l'océan. Pour l'an 2000, mon père a fait éditer aux éditions d'Orbestier un petit roman, un charmant petit roman accessible aux lecteurs de tout âge, qu'ils soient ou non marins, Le mousse du bout du monde.
Je vais en rester là pour cette première partie sur cette photo qui est une de celles que je préfère de mon père. On venait là de naviguer tous les deux depuis 2 jours à Groix et là, en tout cas, je sais qu'on aborde à Belle-Île. Son bateau doit être au milieu, le bateau blanc qu'on voit dans la longueur. Et dans une deuxième partie, je continuerai à présenter ses œuvres littéraires et ses aquarelles. Merci.